Donc, nous continuons avec le professeur Emmanuel Hirsch, qui va nous parler de professeur émérite d'éthique médicale, qui va nous parler de euthanasie, le dernier acte. Je vous donne la parole. Merci de l'accueil. Je voulais dire à, je sais pas si Hubert est là quelque part dans la salle encore, voilà, à Philippe Mar, le plaisir d'être à l'Académie nationale de chirurgie et d'avoir l'honneur d'en faire partie et de savoir que dans cette salle, les questions d'éthique sont des questions incarnées. C'est pas uniquement la spéculation éthique, c'est la responsabilité de décider. Et c'est vrai que dans l'approche des questions autour de la fin de vie, il y a l'accompagnement et puis il y a surtout la décision. Une décision qui doit être concertée, comme ça a été dit par Bruno il y a un instant, une décision quelquefois pour laquelle il n'y a pas de bonne réponse. Et donc il faut arriver à louvoyer d'une certaine manière, mais avec loyauté, avec rigueur et dans un contexte complexe parce qu'il y a aussi la famille, il y a la société et ces questions de la fin de vie ne sont plus que des questions pas uniquement médicales, mais sont devenues des questions sociétales, ce dont je vais parler. Et je voulais aussi rendre un hommage particulier à Bruno. On s'est connu précisément auprès d'une personne en fin de vie. Et il se rappellera de la dernière image qu'on a de cette personne, où il y avait je sais pas si on appellera ça l'auxiliaire de vie, en tous les cas, la personne qui l'accompagnait dans son quotidien, qui était allongée sur le lit, parce qu'elle voulait pas que cette personne ait froid. Et ça nous avait beaucoup impressionné. C'était un moment très émouvant. Et la personne en question m'avait demandé de venir pour qu'on lise un psaume au moment où elle allait partir. Tout ça pour dire, par rapport à ce que dit à Bruno, que c'est un moment, c'est un événement qui n'est pas qu'un événement, j'allais dire, médical. Hein. C'est un événement anthropologique, sociétal. C'est les adieux, c'est le départ. Ça a une signification. Et c'est ce qu'on est en train d'abroger aujourd'hui, abrégé, au niveau de notre approche législative de l'euthanasie et du suicide assisté. Dans ma présentation, elle est finalement complémentaire de celle de Bruno. Juste précisez-moi si j'ai 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure. 2000 heures. Voilà. Donc, le diaporama sera à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, je vais vous présenter un peu comment s'est construite la situation actuelle hein, et comment la question de maîtriser son existence, maîtriser sa vie, mais tout à l'heure on le disait, on commence aujourd'hui les révisions de loi de bioéthique à travers les états généraux qui ont commencé il y a quelques jours. Mais c'est maîtriser son corps, c'est maîtriser la fécondité, la fécondation, c'est maîtriser la question de l'autonomie est une question très très importante, on va en parler. On est dans un contexte d'une société sécularisée. Tout à l'heure, Bruno parlait des représentants, des représentations, et vouloir trouver du sens, prouver quelquefois de la métaphysique dans des questions qui touchent à la fin de vie devient indécent pour un certain nombre de turiféraires de la mort dans la dignité. Donc, je vais vous poser, parce que il faut pas être abstrait par rapport à ce débat, je vais vous poser quelques éléments de la construction de ce débat qui finalement fait émergence dans notre société comme d'autres sociétés avec la réanimation médicale dans les années 70. C'est-à-dire quand on peut intervenir très loin dans la réanimation et qu'à un moment donné, on ne sait plus si on est du côté de l'obstination ou du côté de la vie ou si on est déjà quelque part du côté de la mort. Et vous voyez, et je ne vais pas rentrer dans le détail, tout l'historique de la définition de la mort, notamment avec la définition de 1968, notamment en vue des prélèvements d'organes. Donc il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte de comment les choses se sont construites. Et c'est dans les années 70, fin 70, que va émerger en France, mais dans d'autres pays aussi, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui revendique l'autonomie de décider et surtout de ne pas terminer légumes. Hein. C'est des expressions de l'époque. À l'époque, c'était pas l'euthanasie, c'était ce que la loi du 22 avril 2005, la loi Lenetti a apporté, c'était contre l'obstination déraisonnable et la lutte contre toute souffrance. Mais à l'ordre du jour, c'était pas encore la question de l'euthanasie. C'était vraiment aux médecins de respecter la volonté de la personne malade. Et rappelez-vous des cocktails éthiques, ça a été évoqué avec Léon Schwarzenberg, enfin les plus anciens parmi nous se rappellent de toute cette histoire très importante. Donc rappelons-nous, c'est les années 70, fin 70, on va avoir l'émergence du mouvement des soins palliatifs en France qui va s'inspirer du mouvement des hospices, notamment dans les pays anglo-saxons, dans un contexte culturel qui était protestant. Hein. C'est un élément à prendre en compte, parce que tout à l'heure, Bruno a évoqué la prise de position d'un pape, Pie XII, mais on a une personnalité importante en France
qui a été très engagé dans le domaine des soins palliatifs, c'est Patrick Verspieren, et qui a fait d'ailleurs un premier livre très important, Face à celui qui meurt, et qui avait d'ailleurs en 1984 publié dans la revue des Jésuites la pente de l'euthanasie, c'est-à-dire qui avait alerté l'opinion sur une dérive qui était une dérive à prendre en compte. Donc fin des années 70, on a également, rappelez-vous, 80, 84, le sida, c'est-à-dire l'émergence de la parole de la personne malade avec l'irruption d'une parole de malades qui veulent revendiquer leur droit de décider. Ça les concerne, ils veulent être partie prenante de la décision. Ça aboutira à la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé, qui d'ailleurs aborde aussi la question de la fin de vie, mais je referme la parenthèse. Tout ça, c'était pour vous situer le contexte. Et le contexte, c'est le contexte d'une autonomisation, qui d'ailleurs, en matière de santé publique aujourd'hui, parle de responsabilisation de la personne. Mais le modèle, c'est un modèle très anglo-saxon d'une certaine manière. C'était peu dans notre culture. Je suis pas là pour vous faire un cours d'éthique, mais c'était pour vous donner le cadre général du propos. Donc juste dans mon intervention, et quand je serai à 25 minutes, vous m'arrêtez, mais j'ai pas besoin de psychanalyste pour me soutenir ensuite moralement quand on m'interrompt, il n'y a aucun problème. Juste, je posais en liminaire quelques points de repère. Je ne vous dis pas quelle est ma position personnelle, d'accord? Parce que comme la plupart d'entre nous, on peut avoir des convictions, mais si on est confronté personnellement à la situation d'une souffrance réfractaire à tout traitement, si on est confronté pour un proche, je pense que c'est bien d'avoir les théories, les références, mais à l'épreuve du réel, je peux aussi comprendre, et vous verrez qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles qui peuvent justifier, y compris la transgression. On en discute souvent avec Philippe. Je dis, c'est important, et vous verrez d'ailleurs que le Comité consultatif national d'éthique s'était prononcé en janvier 2000 sur l'exception d'euthanasie. Et probablement qu'on ne serait pas aujourd'hui là où on est, dans cette situation du tout euthanasie, puisque je vous montrerai le dernier texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, donc qui est la deuxième lecture, s'il y avait eu une option sur l'exception d'euthanasie. Laquelle exception d'euthanasie est pratiquée par la plupart des médecins qui sont un peu responsables, c'est-à-dire ils savent jusqu'à quel point on ne va pas aller trop loin, et ils savent dans le cadre d'une relation personnelle quand effectivement on peut évoluer. Alors, on parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès, et c'est la loi de 2016. Mais vous avez un sénateur, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, qui a dit, mais on savait très bien que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'était l'euthanasie. C'est une euthanasie différée. Donc, pourquoi je donne ces éléments? Pour dire que dans mon propos, il faut qu'il y ait la clarté sur les mots qu'on emploie. Et effectivement, des médecins, dans des situations spécifiques, prennent l'engagement, par exemple, avec un patient, d'aller le plus loin possible. Ils savent très très bien à quel moment on irait trop loin. Et j'observe, je ne vais pas vous raconter ma vie, moi j'ai présidé pendant 4 ans l'Association nationale de la sclérose latérale amyotrophique, l'ARSLA. On travaillait beaucoup avec Vincent Méninger à la Pitié-Salpêtrière, et il savait très très bien, il n'y avait pas des échos dans la presse, comment au moment d'une trachéo, d'une gastro, on faisait, on ne faisait pas, et comment on aidait la personne à mourir dignement. Tout ça pour dire que ce qui est choquant aujourd'hui, c'est de réduire à des situations un peu caricaturales, qui ne sont pas représentatives de la diversité des situations de fin de vie. Beaucoup de personnes meurent bien en fin de vie. Didier Sicard avait parlé dans son rapport de 2012, enfin une évocation du mal mourir. Maintenant, on a des représentations de ce qu'est le mal mourir sans s'accorder sur ce que serait le bien mourir. Bien mourir, c'est le mourir déjà en société, respecté, en ayant accès aux soins, d'ailleurs de confort, aux soins de lutte contre la douleur. Tout ça pour vous dire dans quel contexte je ferai apparaître mon propos. S'il y avait eu exception d'euthanasie, s'il y avait eu respect de la déontologie médicale et acculturation de certains jeunes médecins à une culture qui est une culture de la complexité et de la décision hein, complexe, et c'est dans la loi du 22 avril 2005, droit des malades et fin de vie, la loi Leonetti, probablement on n'aurait pas dit qu'on peut légiférer sur un sujet aussi précis, aussi intime et aussi complexe. Donc on peut même sentir comme une forme d'insulte à notre dignité qu'on ait fait d'une priorité aujourd'hui nationale, alors que le monde s'effondre, que l'accès aux soins, vous voyez ce qu'il est au quotidien. Pour le président de la République, pour la présidente de l'Assemblée nationale, pour un certain nombre de nos représentants, c'est la priorité. Juste une parenthèse, les sondages font apparaître que c'est la 18e priorité des Français. On l'a mis en priorité supérieure. Le président de la République nous a dit, je ne fais pas de la politique, c'est juste un constat, au moment de ses vœux à la nation, il a 3 priorités, mais une priorité sur laquelle il ne discutera pas, c'est l'évolution de la loi en faveur de l'euthanasie et des suicides assistés. Quand on parle de droit,
C'est-à-dire, à la mort, il y a tout un ensemble d'euphémismes. Ce dont il s'agit, c'est de l'euthanasie et des suicides assistés. Voilà, juste, il y avait ce texte qui me semblait intéressant en 2011. Et c'était un texte, 2011, c'est assez intéressant parce que vous verrez qu'une des ruptures importantes au niveau de l'évolution du débat, c'est 2012, l'arrivée aux affaires de M. Hollande, puisque lorsqu'il avait fait sa campagne électorale, il avait fait un certain nombre de propositions. Et une de ces mesures, la mesure 21, c'était de faire évoluer la loi Leonetti, au motif qu'elle ne couvrait pas toutes les situations, comme si une loi pouvait couvrir toutes les situations. Il n'y avait pas eu d'évaluation qui avait été faite de cette loi, mais il y avait un a priori, elle ne va pas assez loin. Donc, pourquoi je dis 2011, vous verrez, parce que 2012, ça va être une étape très très importante, qui devait aboutir en 2013 à l'euthanasie et au suicide assisté, mais il y a eu malheureusement l'affaire de M. Vincent Lambert, et puis il y a eu aussi la Manif pour tous. Et donc, on s'est retrouvé dans les cas pour le président de la République, la recherche d'un compromis, voire d'une compromission, c'est la loi du 2 février créant de nouveaux droits en faveur des personnes malades et en fin de vie. C'est la loi donc qui va, d'une certaine manière, permettre la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est donc une loi de 2016 pour les gens qui le souhaiteront. En 2015, j'avais publié un article dans Le Monde en disant que la sédation profonde et continue, c'était la porte ouverte à l'euthanasie. Donc il n'a pas fallu longtemps pour attendre. Donc voilà, ça c'était intéressant, ce texte. Quand vous faites de l'éthique, et on en fait ici à l'Académie de chirurgie, il y a la protection des personnes les plus vulnérables. Il y a un célèbre avis du Comité consultatif national d'éthique qui est relatif aux personnes en état végétatif persistant, EVC persistant, et qui dit en substance, plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. C'est simple, c'est un principe. Et donc on peut se demander si nos obligations à l'égard de la personne en vulnérable en fin de vie, c'est de leur octroyer un droit à mourir sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté. C'est des questions que je pose, hein, parce que je ne veux pas dire mes positions personnelles. Des éléments qui me semblent intéressants pour vraiment fixer le contexte de notre approche, c'est, vous voyez, je ne vais pas rentrer parce que je me fâcherai, et en plus je suis filmé, c'est ça, donc on nous suit. Donc le CCNE avait décidé au cours des dernières révisions de la loi de bioéthique. Vous savez que la loi de bioéthique est révisée tous les 7 ans. Pour parenthèse, les lois fin de vie n'avaient pas marqué qu'il fallait les réviser tous les 7 ans ou tous les 5 ans. De fait, c'était pour la loi de bioéthique parce que la science évolue et c'est vrai que c'est intéressant que la société s'approprie ces questions. Donc, de fait, le CCNE avait considéré, alors que c'était pas une loi de bioéthique, hein, les lois de fin de vie ne sont pas des lois de bioéthique, qu'il fallait quand même en parler. Et donc, dans le rapport très intéressant du comité, vous voyez, du juin 2018, les débats sur la fin de vie sont l'occasion d'interroger notre rapport à la norme, la marginalité, la vulnérabilité. Et ça revoit à ce que disait Bruno, ce sens des interrogations plus larges et relatives au vieillissement. Je la passe. Et c'est vrai que on posait quand même malgré tout les vraies questions aujourd'hui auxquelles on est confronté, c'est-à-dire la chronicité, avec des personnes qui vivent, mais quelquefois qui survivent, avec des traitements, mais dans un environnement social d'isolement, de détresse, qui font qu'à un moment donné, leur souffrance morale prend le pas sur une souffrance physique, d'une certaine manière. Donc c'est quasiment une souffrance sociétale qui interroge plus nos solidarités que la capacité de la médecine à intervenir au niveau de l'euthanasie. Donc ça, c'est un point à prendre. On a le vieillissement de la société, mais on le caricature, puisqu'on nous parle encore, je vois régulièrement, du mur insurmontable du vieillissement. Mais il y a parmi nous aussi des gens qui vieillissent très bien. Moi, je travaille, j'ai la responsabilité éthique d'un grand groupe qui a 240 EHPAD en France, on a 1000 établissements dans le monde. Et les gens qui sont dans les EHPAD, en France, les personnes qui sont dans nos EHPAD ne sont pas représentatives de toute la vieillesse. C'est des personnes qui souvent arrivent dans les EHPAD très tardivement, avec des polypathologies, des maladies neurocognitives. Et elles ne sont pas représentatives de ce qu'est le vieillissement avec tout ce qu'il met en place en termes de prévention, enfin je vous la fais assez rapide, et de responsabilité sociale des personnes âgées. Tout ça pour vous dire, on a, et ça revient vraiment à ce que Bruno fait apparaître, on a des enjeux politiques, des enjeux de démocratie qui ne se limitent pas à savoir pour ou contre l'euthanasie. Et vous voyez, la politique du vieillissement nous a annoncé un plan. Il a été aussi la question de la dépendance. Je vous la fais assez rapide puisqu'il me faudrait quasiment une journée pour que je prenne chaque diapo. Ce qui était aussi très intéressant, c'est ce rapport, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans les liminaires, qui était un rapport
ensuite, on n'a pas beaucoup tenu compte, mais peu importe, vers un modèle français des soins d'accompagnement. C'était donc de donner une perspective, alors qu'on était en train de vouloir légiférer sur la fin de vie. Vous savez que François Bayrou a distingué deux textes, alors que le projet gouvernemental, c'était un texte commun qui associait à la fois l'euthanasie, le suicide sans nommer, et puis les soins palliatifs. Donc, je ne vais pas détailler, vous verrez dans un instant. La société doit être en mesure d'apporter une réponse aux personnes, aux malades et à leurs aidants, et c'est vraiment très important. Un des éléments les plus choquants de la proposition de loi, c'est que les aidants sont totalement retirés de toute forme de discussion, hein. Je ne vous parle pas du délit d'entrave, mais il y a quelque chose de scandaleux. Le médecin qui va accompagner une personne pendant des années durant n'a pas le droit de se prononcer pour soutenir la personne qui serait dans le doute par rapport à l'euthanasie et peut être accusé de délit d'entrave, mais aussi les familles, les proches, qui vont vivre aussi les conséquences d'une décision, que ce soit au niveau d'un suicide, mais je ne vais pas détailler, ou d'une euthanasie. Juste pour parenthèse, dans la première approche gouvernementale, hein, avant qu'il y ait la dissolution, merci à la ministre qui aujourd'hui se félicite d'avoir fait avancer la cause. Et il y avait même la possibilité pour un proche de pratiquer l'euthanasie. D'accord? C'était le premier projet de loi, vous le regarderez. Uniquement, encore une fois, c'est la dissolution qui a fait qu'on était parti sur deux propositions de loi. Donc, vous voyez, et leurs familles qui sont confrontées à la fin de vie aux besoins d'accompagnement somatique, psychologique et social, c'est toute la prise en charge globale des soins palliatifs, méritent encore plus d'accompagnement dans l'accès au droit, à l'information, à une prise en charge qui se doit d'être aussi adaptée à la spécificité de leurs besoins. J'insiste sur le fait dramatique, et ça a été dit aussi par Bruno, c'est pour ça que son texte, moi je vais le redire avec attention, la loi c'est la norme. La loi de la République, c'est la norme. Elle incarne les valeurs d'une République. Et tous ces parlementaires en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté ont invoqué la liberté, l'égalité, la fraternité. Je vous la fais assez rapide. Et c'est là où on est extrêmement gêné, puisque effectivement l'approche, ça doit être une approche singulière, une approche au cas par cas, et qui peut évoluer d'ailleurs en amont, en avant, enfin tous ces éléments de la subtilité qui est la philosophie du soin, qui est la philosophie de la relation, de la rencontre avec des moments qu'on ne doit pas exclure. Tout à l'heure aussi, Bruno l'a dit. Qu'est-ce que on vit de notre humanité dans ces moments qui sont des moments peut-être de détresse, mais aussi quelque chose se dit de notre humanité commune. C'est tout ça qu'on est en train de rejeter. Vous voyez, je mets aussi ce texte dans mes propos liminaires pour les plus jeunes d'entre vous, vous vous rappelez peu de cet événement assez extraordinaire. Quand il y a eu le développement du mouvement des soins palliatifs en France dans les années 82-84, donc c'était un moment très important, je ne vais pas vous dire dans quel contexte, il y a eu une initiative, je crois que c'était Edmond Hervé qui était le ministre de la Santé à l'époque, il a confié donc à une personnalité remarquable, Geneviève Larocque, une mission. Et à l'époque, compte tenu déjà de la pression de l'ADMD, on pensait que la première loi, ça serait pas la loi du 9 juin 99 sur les soins palliatifs, mais tout le monde pensait que la première loi, ça serait sur l'euthanasie. Et la mission Larocque, hommage à Geneviève Larocque, a fait un travail de fond. Mais ce qui est intéressant, c'est on voit apparaître que ces questions ne sont pas que des questions médicales, mais ce sont des questions politiques, des questions de société. De la même manière que la loi Caillavet, puisqu'il y avait, rappelez-vous, il y a des chirurgiens dans la salle, la loi Caillavet sur les prélèvements d'organes du 20 décembre vous vous rappelez cette loi importante de 76 sur les prélèvements d'organes et sur le consentement présumé, c'était déjà aussi à l'époque nationaliser les corps, socialiser les questions. Donc ce sont devenues des questions de société, donc un jeu de débat. Il y en a eu d'autres par la suite, par exemple au niveau de la bioéthique. Vous voyez, il est important que les pouvoirs publics affirment que chaque personne à la fin de sa vie, et vous voyez, si on avait du temps, on est tous en fin de vie quelque part, hein. Qu'est-ce qui détermine? Et ça a été tout le débat sur, vous verrez, un débat sémantique sur à partir de quel moment on considère qu'une personne est susceptible d'être éligible à l'euthanasie, au suicide assisté. À quel moment? Est-ce que c'est proche de la mort, avant la mort? Comment on définit tout ça? Vous savez qu'on attend que l'HAS se prononce d'ailleurs sur ces questions. Bref, à des soins de toutes sortes, adaptés à son état, même et peut-on dire surtout lorsque sa fin est inévitable. Et vous voyez, j'aurais pas le temps de tout développer, mais heureusement que le CCNE a produit son avis 139. Vous vous rappelez de son avis du 13 septembre 2022, qui a fait que le jour même, le président de la République a annoncé la Convention citoyenne. Son avis, qu'à titre personnel, d'un point de vue éthique, je conteste, a eu au moins des retombées extraordinaires. C'est quelques jours plus tard
à travers la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et progressivement, nombreuses sociétés savantes se sont érigées en disant soigner, c'est pas tuer. Vous regarderez, j'ai repris dans le JDD News qui sort demain cette argumentation que soigner, c'est pas tuer. Donc, il y a eu, comme dans le moment des soins palliatifs, une défense et illustration de ce qu'est le soin. Un soin qui est différent quelquefois du traitement. Le soin, qu'est-ce que c'est accompagner la personne? Donc, on a eu un très grand moment de réaction avec des textes remarquables de la SWAP et puis des sociétés. Et ça s'est construit au fur et à mesure, notamment en réaction face à la position très contestable du gouvernement dans son projet de loi. Puis on a eu, je ne vais pas vous donner toutes les époques, on a ici des membres de notre collectif Démocratie, éthique et solidarité qui s'est constitué, mais on a plus récemment quelque chose d'exemplaire que je vous conseille vraiment de suivre, c'est l'émergence du collectif Les éligibles et les aidants. Ce sont des personnes en situation de lourd handicap qui sont rendus compte avec la proposition de loi qui avait été votée le 27 mai, rappelez-vous la première proposition de loi de l'Assemblée nationale, qu'ils étaient éligibles finalement alors qu'ils sont lourdement handicapés et qu'ils avaient maintenant une cible derrière le dos. Et c'est des éléments très importants. Ça m'a fait penser, moi je suis dans les IMU, je suis le président d'honneur, mais ça m'a fait penser aux années SIDA où des personnes vulnérables ont appelé à une repensée de ce qu'était la vulnérabilité dans la maladie, la vulnérabilité dans les préférences sexuelles, la vulnérabilité dans les précarités. Enfin, je vous la fais assez rapide. C'est tous ces enjeux qui sont porteurs dans notre approche. Également, et dans un instant, terminer avec mes liminaires, mourir est une des phases de la vie, c'est dire que le droit de mourir dans la dignité correspond au droit à une vie en dignité. Ça a l'air de rien, vous voyez, c'est un texte de 1999. S'il y a un droit, effectivement, c'est pas de se soumettre au fait qu'une association ait préempté le droit de mourir dans la dignité en disant le droit de mourir dans la dignité, c'est décider soi-même de l'euthanasie, du suicide assisté, avec un paradoxe. C'est que les militants de la DMD de l'époque disaient on veut se départir du pouvoir médical. D'accord? Mais l'euthanasie et le suicide assisté, c'est bien reconnaître à un médecin une autorité, puisque c'est lui qui intervient. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire tous les paradoxes aujourd'hui. Et c'est donc instrumentaliser des médecins qui, dans la loi, pourront avoir, le temps que ça sera encore posable, une clause de conscience, mais c'est déjà entamé ce qui est précisément le fond de la relation de soins, la relation de confiance, enfin je veux dire. Quand vous mettez sur la table des étudiants en médecine demain, que ça sera dans le code de la santé publique, qu'ils peuvent, sous certaines conditions, pratiquer l'euthanasie, lesquelles conditions n'ont jamais été tenables, c'est-à-dire les critères stricts auxquels tout le monde est attaché. Aujourd'hui, on a du recul. Hein. La première loi européenne, c'est en 2001. Donc on peut voir, c'est pas de la dialectique, on peut voir qu'aucun critère n'est tenable aujourd'hui. Dès lors que vous avez une législation, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui se sentent mal, etc. Et c'est pas, je vous fais pas des effets de tribune. Vous regardez les textes. Vous voyez, et donc je trouvais que c'était un texte important, le droit de mourir dans la dignité. On peut s'interroger si on a un droit à mourir. Malheureusement, on est tous mortels et cette notion de droit déjà est discutable. Là où c'est paradoxal, c'est quand le droit de mourir peut devenir le devoir de mourir. C'est-à-dire que vous êtes dans une culture où vous coûtez trop cher, vous n'avez plus votre place, vous êtes allé trop loin dans l'âge avec toutes les discriminations, on le disait tout à l'heure en aparté. Si vous êtes avec un environnement social, je sais pas, vous êtes un éminent chirurgien qui a 90 ans, qui a toute sa famille autour de lui, qui a ses relations à gauche et à droite, ça n'est pas la même chose que si vous êtes dans la précarité dans le 93, vous voyez. Et donc, vous voyez à quel point la vulnérabilité est une question fondamentale. C'est pour ça que je disais, plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Un autre texte, pour vous dire, j'étais écuménique dans mes propositions de texte, mais encore une fois, il y en a énormément. S'agissant d'intervention sur la personne humaine, la problématique du processus décisionnel relatif aux traitements médicaux, enfin, interroge les trois principes. Et c'est là, on a discuté avec Hubert tout à l'heure, où on est véritablement dans l'éthique médicale. C'est-à-dire, c'est dans le processus décisionnel. C'est dès l'annonce d'une maladie, si on parle de la sclérose latérale amyotrophique, mais tout à l'heure, Hubert, il disait à juste titre que des cancers aujourd'hui qui n'étaient pas curables hier le sont aujourd'hui. Et qu'il y a des pronostics de qualité de vie et vitaux tout à fait exemplaires. Et là, on nous enferme dans des représentations de certaines maladies
C'est là où il y a la difficulté d'ailleurs de désigner les maladies. Mais très souvent, on convoque des maladies pour lesquelles, effectivement, le pronostic est engagé et puis avec une qualité de vie qui peut être détruite. Ça veut dire que à quel point on va trop loin en termes de concertation. C'est pour ça que je dis processus décisionnel, c'est important. Et rappelez-vous, les grands principes, mais c'est les principes de l'éthique médicale en général, c'est autonomie, bienfaisance ou malfaisance et justice. Mais qu'en est-il de l'autonomie? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes autonomes dans la salle. Moi, je ne le suis pas. On est plutôt interdépendant. Et qu'en est-il d'une personne qui souffre, qui a vécu pendant des années la galère, la dérive, les interrogations, les angoisses face à la maladie qui gagnait du terrain? Qu'en est-il des personnes qui sont atteintes de maladies qu'on ne guérit pas? Bref, la notion d'autonomie, c'est une notion qui est très belle d'un point de vue philosophique chez Kant, mais en application, elle est tout à fait relative. Bienfaisance, non malfaisance, hein, je ne vais pas vous détailler tous les concepts, mais c'est vrai que est-ce que, et c'est là où c'est paradoxal, il y a des collègues de Bruno Frot qui sont précisément aux avant-postes pour dire la bienfaisance, c'est d'aider la personne, c'est-à-dire notre engagement moral de médecin, c'est d'aller jusqu'au bout. Et le dernier acte de bienveillance, c'est d'aider la personne à mourir. Pas avec une présence, mais avec un acte, avec un geste qui est un geste létal. Et j'arrive, moi, intellectuellement, parce que je lis, je rencontre les personnes, et j'arrive à le comprendre. Et j'arrive aussi à comprendre qu'une personne, dans un contexte donné, quand elle n'a pas accès à un environnement qui soit un environnement bienveillant, quand elle n'a pas accès à toutes les possibilités aujourd'hui de lutte contre la douleur, mais il n'y a pas que la douleur, il y a les souffrances, psychologie, sociétale, enfin je ne l'en fais pas. Tous ces éléments sont à prendre en considération. Donc retenez aussi la question de justice. Il est accablant aujourd'hui, je pourrais vous envoyer la littérature si vous le souhaitez, ou vous regarderez le site du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, il est accablant de voir on prend un exemple, une des dernières démocraties qui a légiféré en 2016 sur ce sujet, c'est le Canada. Voyez ce qui se passe aujourd'hui au Canada. Juste une parenthèse, ça vous fera rire, parce qu'il y a quand même, comme moi, des personnes qui ont des cheveux blancs dans la salle. Il y a des personnes en Belgique et aux Pays-Bas qui ont demandé à immigrer dans des pays où il n'y avait pas de pratique d'euthanasie. Et c'est pas de la blague. Et vous voyez, j'ai juste un élément, un arrêt sur image sur la question d'autonomie. Et ça renvoie vraiment aux pratiques médicales. L'autonomie ne doit pas cependant se confondre avec l'autodétermination absolue de la personne. En effet, la décision en santé résulte de la rencontre, et c'est tout à fait dans la philosophie que Bruno a prénoncée, de la volonté du malade et d'un professionnel soumis à ses obligations découlant des principes de bienfaisance et de non-malfaisance. Et vous voyez, l'autorité de la loi, on le sait tous, c'est dans la loi, donc c'est bien. Et moi, je suis respectueux de la loi, je suis un citoyen dans un état de droit. Mais la relation de soins, la relation de responsabilité, c'est autre chose que la loi. C'est une rencontre, c'est une relation, c'est quelque chose qui se construit, y compris, encore une fois, si ça pouvait aboutir à une forme de transgression. Ensuite, il faut savoir à quelles conditions, mais on y reviendra dans un instant. Et également ce texte, une conception humanitaire de la dignité humaine et de l'autonomie, ainsi que des droits de l'homme, du citoyen et du patient, de même que sur une conception généralement admise de la solidarité et de la cohésion sociale. Et je pense que les concepts les plus précieux aujourd'hui, c'est la sollicitude, l'attention, et surtout l'approche cohérente qui permet à la personne d'être reconnue et respectée dans sa position dans la société. Quand vous prenez la loupe, vous voyez que ce qui est indigne pour une personne qui avait une autorité, pas uniquement une souveraineté sur son existence, mais une autorité dans sa famille, par exemple. Quand tout se dégrade, quand elle a le sentiment de ne plus avoir sa place, de ne plus être reconnue dans ce qu'elle est, de ce qu'elle a été, et qu'elle a le sentiment qu'elle va laisser trace ou mémoire de quelqu'un qui a été faible parce que l'euthanasie, c'est quand même un acte de décision, etc. Rentrons dans la subtilité de ce qui se vit pour essayer de comprendre quelle est l'approche qu'on devrait avoir et qu'on a totalement mutilé, vous savez, comme Daesh et les autres qui ont mutilé certaines statues. On est en train de mutiler à coups comme ça de burin, je ne sais pas si on dit burin, en tous les cas, on est en train de mutiler une conception qu'on peut avoir de la figure humaine. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire, on nous dit en bioéthique que vous avez un phénomène, c'est les dominos, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cédé à un endroit, ensuite vous cédez un peu plus, on s'habitue. Quand un certain nombre de repères, et je dirais pas de barrières, mais de repères s'effondrent, et avec une volonté de déconstruire quelque chose, on aboutit très facilement pour moi, et c'est pas excessif de le dire, du temps où j'enseignais la bioéthique,
aux étudiants en médecine, je commençais toujours par le code de Nuremberg en 47, après la Shoah, c'était la barbarie. Tout ce qu'on a construit au niveau de la bioéthique, c'était une réponse pour éviter la barbarie. Et là, on rentre dans des zones, quand vous avez des personnes en situation de handicap auxquelles notre société doit la sollicitude, la bienveillance, puis des aides concrètes à leur vie, quand elles se constituent en une assemblée qui s'appelle les éligibles, regardez sur Internet, il y a une personnalité qui m'a énormément frappé, c'est Annelise Chabert, Chabert. Je ne sais pas si le colonel Chabert était de sa famille, mais en tous les cas, elle s'appelle Annelise. C'est une philosophe, elle a 40 ans, à l'École normale supérieure à Lyon. Elle a fait son doctorat avec moi et elle a mis en ligne, mais regardez, il y a quelques jours, un témoignage. C'est une philosophe qui écrit, hein. Elle est atteinte d'une maladie, je ne vais pas détailler, et elle a du mal à s'exprimer avec ses derniers mots. Elle dit son inquiétude existentielle d'être obligée, avec le peu de mots qu'elle a, d'essayer de défendre sa peau. Et pas sa peau uniquement d'un point de vue physique, mais ce qu'elle représente en tant d'éléments constitutifs d'une humanité qui ne peut pas se permettre de sélectionner qui est digne d'humanité ou pas digne d'humanité. Et derrière le débat, et je ne vous fais pas dans la caricature, ce sont ces enjeux-là. Qu'on soit pour ou contre l'euthanasie, c'est une chose. Qu'elle soit praticable à titre exceptionnel avec un cadre, pourquoi pas? Mais là, ce qu'on est en train aujourd'hui défaire, c'est ce qui fait société, ce qui fait humanité. Et à un moment donné, comment un enfant, déjà il y a le numérique qui fait qu'il ne sait plus ce qu'est la réalité par rapport au virtuel, comment un enfant, demain, je ne parle pas des jeunes adultes, pour avoir la considération pour une personne qui est susceptible d'être euthanasiée. C'est des questions, hein. Je ne vais pas vous sortir. D'habitude, je viens avec mes mouchoirs Kleenex, mais là, je me suis dit, pour cette assemblée, j'ai pas besoin. Je voulais juste vous montrer, pour terminer ma partie liminaire, le texte tel qu'il a été voté en deuxième lecture, hein, donc il y a quelques heures, je dirais. C'est le texte de l'Assemblée nationale. Il va être soumis à vote dans la semaine du 17, vous voyez, le droit à l'aide à mourir et le droit pour une personne qui en a exprimé la demande, une personne qui est atteinte de maladie psychiatrique. Je ne sais pas si vous avez vu tous les amendements qui ont été rejetés. Il y avait des amendements prudentiels, notamment quelle est la faculté d'une personne, de discernement d'une personne qui a une atteinte psychiatrique. Est-ce qu'il n'y a pas un prérequis, c'est d'abord qu'elle soit traitée pour son atteinte? Je vous la fais assez rapide. Quand vous regardez les amendements qui ont été refusés, qui ont été piétinés, vous vous dites, on n'est plus dans la même société. Il y a des gens que vous n'avez plus envie de les rencontrer. Je n'aimerais pas les voir tout à l'heure dans le métro. Le droit à l'accès à l'aide améliorée pour une personne qui en a exprimé la demande. Donc, vous voyez, c'est la question de l'autonomie, la question de l'adhésion, du consentement, d'être autorisé à recourir à une substance létale et accompagnée, voilà, dans les conditions. Voilà. Ça, c'est le texte qui va être soumis à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Enfin, je veux dire, un des éléments du texte. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il me reste encore quelques minutes, juste que j'avance. Combien il me reste de minutes? Mon capital temps? Ça va, oui, 10 minutes, 5 minutes. Voilà. Juste, je vais aller rapidement sur les enfants. Tout à l'heure, je pense que Bruno, peut-être que d'autres ont dit, mais je n'ai là que pour entendre Bruno, mais je vous incite vraiment à voir le texte de Léon Tolstoï. Et la question du sens, elle est quelque chose d'important. Il y a deux questions importantes, c'est le sens et la valeur dans une vie. Et habituellement, quand je présentais ce type de registre, j'ai des citations de personnes malades, c'est quand on n'est plus dans le sens, ça n'a plus de raison d'être. Et souvent, la souffrance, regardez les textes de Lévinas sur ce sujet, la souffrance, c'est la fermeture, dit Lévinas, et il n'y a plus d'horizon. C'est pour ça que je pense que la visite aux malades ou la présence dont parlait Bruno, c'est redonner de l'existence, redonner du possible, redonner du sens, parce que il y avait un grand rabbin, je ne le citerai pas, qui me disait toujours, il allait voir les malades du sida qui avaient des toxoplasmoses qui étaient très évolués, et les personnes n'étaient pas apparemment conscientes qu'il était là. Et il dit, mais quelque part, ils peuvent se rendre compte qu'il y a une présence. Et pour moi, c'est très important de témoigner cette présence. C'est me faire comprendre à moi-même et rappeler peut-être à la personne proche qu'elle a toujours sa place parmi nous, qu'elle est toujours dans notre temps, TEMPS. Ça m'avait beaucoup frappé. Donc vous voyez, vous relirez Ivan Ilitch, enfin je veux dire Tolstoï, c'est tout à fait important. Alors donc les repères, je vous ai dit les années 70, je ne vais pas ne pas vous donner les textes de référence. Landa donc a été à l'origine en France de ce mouvement, c'est la notion de droit, c'est un droit.
Le droit de mourir dignement dans la lucidité, la tendresse, sans autre offre que celle inhérente à la séparation et au glissement, devient un impératif évident dès lors que la vie peut être prolongée jusqu'au dernier délabrement. C'est ce que je vous expliquais, notamment en réanimation. Tout ça pour dire que les pères fondateurs, beaucoup de pères, mais il y a aussi des pères fondateurs de l'ADMD, sont des gens éminemment respectables. Moi, j'étais plus jeune à l'époque, plus vaillant, et j'ai fait mon doctorat de philosophie sur ces questions limites, de décisions limites, et j'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré qu'il y avait. Ils avaient des valeurs aussi philosophiques, de la franc-maçonnerie par exemple. Donc, et c'était des gens avec qui vous pouviez discuter. Soyez rassurés, aujourd'hui, leurs successeurs à l'ADMD, malheureusement, vous ne pouvez pas discuter. Ils sont dans une espèce d'opiniâtreté, ils n'ont pas cette culture. Regardez les témoignages d'ailleurs à travers leur communauté, il n'y a pas l'épaisseur des discussions qu'on pouvait avoir avec les membres de l'ADMD et puis leur représentation philosophique que je pouvais comprendre. Voilà, c'est dramatique. Quand vous écoutez aujourd'hui Olivier Falorni, donc qui est monsieur euthanasie et suicidacité, vous avez aucune, vous pouvez le rencontrer, discuter, etc. Ça ne passe pas, parce qu'on est dans des mondes différents. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Malheureusement, c'est un constat qui est triste. Et donc, Kayave était une personnalité marquante, hein, pas uniquement sur la fin de vie. Il y a deux façons d'aborder la mort, la maîtriser ou la subir. Oui. On a vraiment l'élément à prendre en considération. Et donc, c'est prendre l'initiative et c'est anticiper, quitte à abréger une existence dont on comprend ou on a le sentiment qu'elle n'a plus de signification. En cela, le suicide conscient est l'acte authentique de liberté. Vous voyez, il parle de suicide conscient, il parle pas à cette époque-là vraiment d'euthanasie au sens que a défini tout à l'heure Bruno. Je donne aussi, ça vaut vraiment le coup si un jour vous voulez le lire, c'est Traité du suicide. Et donc, j'avais trouvé très intéressant ce que disait Jean-Amérique, vous voyez, la mort volontaire qui promet la libération de quelque chose sans pour autant, selon lui, promettre la liberté de faire autre chose, est avant tout affirmation de la dignité de l'humanité. La mort volontaire est donc dirigée contre le règne aveugle de la nature. Et c'est toute la dimension humaniste de la revendication des pères fondateurs de la DMD. On refuse la fatalité, mais les médecins aussi refusent la fatalité quand ils tentent à la fois de traiter une maladie. Ils sont quelquefois même transgressifs, hein, les anciens médecins, et aujourd'hui, dans leurs tentatives, dans leurs approches. Donc, ils ont une autre conception aussi de ce qu'est l'engagement par rapport à la fatalité ou la nature. Je ne vais pas définir, parce que sans ça, ça va être trop de temps. Alors, juste un point pour vous dire que c'est pas resté dans le monde des idées. Vous avez, dans un de mes livres, j'ai fait l'inventaire de mémoire, je vous dirais qu'il doit y avoir eu 28 propositions de loi sur l'aide à mourir avec différentes formulations, à peu près 28. Pour parenthèse, donc, les repères, ces lois du 9 juin 99 sur l'accès aux soins palliatifs, si elles avaient été accompagnées par des moyens effectifs, il n'y aurait pas eu la situation d'aujourd'hui. Et vous avez un deuxième repère, c'est la loi Leonetti du 22 avril 2005, avec une subtilité à ne pas échapper à votre attention, c'est droit des malades et fin de vie. Et droit des malades et fin de vie. C'est pas uniquement droit des malades en fin de vie. Et c'est l'air de rien, mais il y a une équivoque qui s'est inscrite progressivement. C'est qu'en fin de compte, le droit du malade qui n'est pas en fin de vie peut être aussi de pouvoir accéder au suicide et à l'euthanasie. S'il arrête un traitement, par exemple, si à un moment donné, il ne veut pas de dialyse, enfin, je veux dire, il n'a pas pour autant à être en fin de vie. Et vous avez aujourd'hui des maladies chroniques où les gens ne sont pas en fin de vie, mais peut-être que le droit ou la préférence de la... Oui, soyez attentifs à ces éléments. Ça fait l'objet de controverses entre Jean Leonetti et moi-même, notamment pour M. Vincent Lambert. Mais si vous voulez voir les controverses, il y a un livre que j'ai publié sur l'histoire éthique de ce que M. Vincent Lambert a vécu ou ce qu'on lui a fait vivre. Et donc, oui, j'ai pris qu'un extrait, enfin deux, vous verrez, de ce qu'a été ensuite la transposition dans des propositions de loi multiples et variées. La première proposition de loi, elle est de 1978, c'est une loi d'avril 78, une proposition d'Henri Caillavet qui avait un très bel intitulé, c'était Vivre sa mort. Donc, vivre sa mort, c'est ne pas la vivre en réanimation, sédatée, c'est pouvoir l'assumer et donc pouvoir anticiper. Toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix
Et c'est assez intéressant, la notion de discernement, c'est-à-dire, c'est vraiment, est-ce que je suis en capacité de savoir ce que je veux et les conséquences que ça aura, et seul juge de la qualité et de la dignité de sa vie. C'est pour ça qu'il y a cette critique sur les critères d'éligibilité. En quoi vous avez besoin de juger? Et c'est très proche d'ailleurs de la loi Veil, parce qu'au départ, la loi Veil, la femme qui demandait l'avortement devait passer un peu par une commission, psychologue, etc. Tout ça a été rasé. Je ne juge pas, mais en tous les cas, il y avait un certain nombre de conditions qui pouvaient justifier la médicalité ou pas, ou la justification ou pas. En bioéthique, aucune des conditions et des prérequis ne résiste à l'épreuve des faits. Si vous regardez les premières lois de 94 de bioéthique et 2021, vous serez effondré, donc vous aurez du mal ensuite à vous coucher ce soir. Toute personne en mesure d'apprécier donc est seul juge de la qualité et de la dignité de sa vie, ainsi que de l'opinion. La vraie question finalement déontologique, c'est que certes, c'est le juge, mais elle demande quand même un médecin d'exécuter l'acte, lequel médecin a aussi sa conscience personnelle, mais il ne devrait pas juger. Alors on ouvre la parenthèse en disant, on a une clause de conscience, hein. Pour la clause de conscience sur la loi Veil, la communauté des obstétriciens a décidé, a proposé au mois d'août dernier une motion pour dire que finalement, il n'y a plus besoin de faire valoir la clause de conscience. Et vous voyez, dès lors que c'est dans la loi de la République, dès lors que c'est dans le code de santé publique et donc dans le code de déontologie, quelle est la justification de la clause de conscience? Si ce n'est transitoirement de dire que certains médecins, au niveau de leurs convictions, doivent être respectés, ne le feront pas, mais dans quelques années, on aura pris les habitudes, c'est-à-dire, nous, on débat parce qu'on est dans un moment de basculement. Mais vous voyez, dans bien des situations médicales, à un moment donné, on intègre, c'est dans le code de la santé publique, voire on pourra reprocher à certains médecins de ne pas le faire. C'est ce qui va se passer. Voilà. J'avance assez rapidement. Et vous voyez, ce que disait, c'était intéressant, Avril, le débat sur la question de la fin de vie met en cause deux principes fondamentaux qui peuvent sembler contradictoires. Respect de la vie d'une part, le respect de la dignité et de la liberté de l'homme. Je ne vais pas détailler, sans ça, j'avancerai pas. Juste rapidement, j'ai évoqué un avis qui me paraît essentiel, c'est l'avis 2000 du CCNE. À l'époque, c'était Didier Sicard qui était le président du CCNE. C'est l'air de rien, mais le président du CCNE et la vice-présidente à l'époque étaient protestants. Pour vous, je ne peux pas vous expliquer, je ne vais pas vous détailler maintenant. Les soins palliatifs naissent dans un contexte protestant. C'est l'air de rien, mais la dimension souvent, j'allais dire, interprétative d'une société beaucoup plus catholique qu'on ne le pensait, a eu à voir avec notre relation. Tout à l'heure, on parlait de dolorisme et de catharsis. Le sens, c'était effectivement donner un sens à sa douleur, à sa souffrance. Je ne vais pas détailler. Et donc, avec beaucoup de courage, je trouve que cet avis, si on en avait tenu compte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce qui serait accepté au plan des principes, des raisons discursives de la solidarité, face à certaines détresses, hein. Lorsque tout espoir thérapeutique est vain et que la souffrance se révèle insupportable, hein, c'est finalement les souffrances réfractaires. Encore une fois, il faut définir ce qu'on appelle souffrance. On peut se trouver conduit à prendre en considération le fait que l'être humain surpasse la règle. Vous voyez, pour moi, c'est l'éthique du médecin, ça. C'est-à-dire, les médecins que je rencontre, alors il y a un biais de recrutement, c'est que je ne supporte plus de rencontrer les médecins qui me font du mal éthiquement, comme j'avais du mal à discuter demain avec Olivier Falorni, mais donc j'ai un biais. Mais ça, c'est la philosophie médicale, c'est l'éthique médicale, c'est la déontologie. On est médecin, on intègre. Si on n'est pas, si on n'intègre pas, on n'est pas médecin, on peut être éventuellement vétérinaire. Je vois que les vétérinaires, et quelquefois, il y a des vétérinaires qui ont plus de compassion pour leurs animaux que certains médecins. Et oui, alors, juste rapidement, donc vous voyez, il y avait l'avis du CCNE, qui était un avis de fond sur la notion d'exception, sachant que, vous le savez très bien par vos expériences, toute vie est exceptionnelle, de la même manière que toute fin de vie est exceptionnelle. Et toute fin de vie est pour beaucoup marquée par ce qu'a été notre vie. Donc quand vous commencez à généraliser, bon, je juste une parenthèse, mais vraiment je la ferme aussi vite ouverte que fermée. J'apprécie énormément l'éthique militaire, la déontologie des médecins militaires, qui sont confrontés à la question de la mort ou au don pour la nation, éventuellement de son être par rapport à la mort. Et ils ont une approche, mais je la referme aussi vite ouverte que fermée, d'une très grande intelligence sur ce qu'est la question de la décision quand on est dans une situation malheureusement qu'on ne peut plus surmonter. Vous voyez, reconnaître la, hein,
contradiction profonde avec les missions de la médecine telles que définies dans le Code de déontologie. Ça, c'est le Conseil d'État, lorsque le Comité consultatif national d'éthique avait souhaité déjà ouvrir la porte en mettant la fin de vie dans la révision des lois de bioéthique, la dernière révision, alors qu'elle n'y avait pas sa place. Mais cette prudence est tout à fait intéressante. Et vous voyez, j'avais également, pour dire que je sollicite d'une manière assez large le comité éthique et cancer. Vous voyez, même en réponse à la demande d'une personne avant, je vous laisse, vous aurez le diaporama si vous voulez pour le lire en famille, en discuter. Je donne juste, parce que c'est le même registre, un avis intéressant de l'Académie nationale de médecine. Par conflit d'intérêt, j'ai pas mis l'avis aussi intéressant de l'Académie nationale de chirurgie, mais il s'agit de répondre à ces situations de supplice. Donc c'est aussi une approche que l'Académie de chirurgie, je pense, partage sur l'approche au cas par cas, donc la notion d'exception, répondre à des situations de supplice, non soulagées, peu importe, vous voyez, acceptant à titre exceptionnel, et là, c'est l'assistance au suicide, hein, c'est pas l'euthanasie, j'observe. Assez rapidement, non, je ne vais pas passer là-dessus, je vais aller plus vite. Juste un point avant d'arriver à mon avant-dernière partie, très rapidement. L'exemple du Canada est très intéressant. D'abord, ils ont déféré d'un an l'accès à l'euthanasie, mais ça va être l'année prochaine, des personnes en situation de psychiatrie. Ils ont fait des rapports. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment intégré les rapports. Et puis, à l'Assemblée nationale, on n'a pas pris le temps, parce qu'on est dans la précipitation. Il y a une telle urgence à légiférer que toute lecture un peu critique, scientifique, est réfutée a priori. Et soyez attentifs, dans ce texte, on parle de la vulnérabilité structurelle des gens. Ces types de circonstances peuvent influencer la souffrance et contribuer à considérer la mort comme la seule option possible. Je ne vais pas détailler, mais cet avis, ce rapport est somptueux dans l'analyse de la vulnérabilité, qui n'est pas que la vulnérabilité de la personne en fin de vie. C'est la vulnérabilité des proches, c'est la vulnérabilité des professionnels de santé et pas que les médecins qui sont au quotidien auprès de la personne. Donc, c'est un cumul de vulnérabilité. Et quand vous avez des gens qui sont dans ces souffrances qui s'intriquent, leur dire que la solution, je ne dis pas la réponse, ça peut être l'euthanasie, ça casse tout. Et je rappelle René Scherrer, un cancérologue qui était à l'origine, en 1985, de la première grande association jusqu'à la mort, Accompagner la vie. Il me disait, quand je l'ai rencontré, si je tue quelqu'un, c'est moi qui me tue. Voilà. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte de l'impact aussi que ça peut avoir sur des personnes qui sont des professionnels de santé, de tuer l'autre. Et de temps en temps, on l'entend, il y a une souffrance chez les médecins, par exemple en Belgique. Ils disent oui, dans leur rhétorique, je ne peux pas pratiquer plus d'une euthanasie par semaine, certains. Bon, il y en a, soyez rassurés, c'est 3 par jour. Et en plus, regardez, hein, c'est la littérature, quelquefois ils pratiquent l'euthanasie tout en pratiquant les soins palliatifs. Et ce sont des bons médecins. Je veux dire par là, ça a l'air de rien, mais on ne peut pas dire que ce sont des mauvais médecins. Et dans le même couloir, il y a la pratique de soins palliatifs de qualité. Alors, dans un pays comme les Pays-Bas, les gens meurent davantage à la maison, ça pose d'autres enjeux par rapport à ces aspects. Mais je veux dire, on ne peut pas dire a priori que ce sont des mauvais médecins. Et oui, et dans leur lecture, et vous avez dans la dialectique de bien des médecins aujourd'hui, je peux très bien, alors je ne parle pas des gens qui sont à la SFAP, la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, mais des médecins que je rencontre, ils disent, attendez, tantôt ça sera les soins palliatifs, tantôt ce sera l'euthanasie. Le seul point qui était un point liminaire pour nous, de la réflexion, si effectivement on arrive à donner le choix aux personnes, déjà qu'on ait des soins palliatifs accessibles à tous. Donc on disait peut-être une loi, si un jour il faut une loi, peut-être une loi, mais d'abord ayons une loi sur les soins palliatifs qui soit effective et que ce ne soit pas que les soins palliatifs. On a 300 structures de lutte contre la douleur en France et le délai d'attente c'est 6 mois à 1 an. Donc c'est pas uniquement les soins palliatifs, c'est la souffrance. C'est ensuite les solidarités sociales. Je passe rapidement parce que j'ai honte d'avoir. Donc je vous passe assez rapidement. Voilà, une sorte d'exception d'euthanasie, vous voyez, qui pourrait être prévue par la loi, permettrait d'apprécier tant les circonstances. Je vous la fais assez rapide. Et le CCNE disait ce que les sénateurs ont maladroitement repris, qu'il fallait que ce soit un magistrat qui décidait. D'accord? C'est-à-dire, il y a effectivement le collège médical, et il soumet, donc c'est l'arbitrage médical n'est pas mis en cause, il soumet un magistrat
puisque c'était quand même une dérogation d'une certaine manière, et c'était quelque chose qui ne devait pas, dans la loi, être considéré comme un acte banal. Juste une parenthèse, si vous prélevez un organe sur un vivant, d'une certaine manière, vous êtes obligé de passer aussi par la case d'un magistrat pour savoir si vous êtes consentant, pas consentant. Enfin, je vous la fais assez rapide. Donc, il n'y avait rien de choquant dans un état de droit de dire qu'il y ait l'étape. Vous voyez. Je passe rapidement, donc ça c'était les textes que j'ai montrés. Oui, j'avais oublié de vous montrer aussi que un éminent Premier ministre avait aussi société qui nous amène à proposer une réponse légale en créant un droit de mourir. Je passe assez rapidement. Je vous ai évoqué François Hollande, qui malheureusement par rapport à Emmanuel Macron ne pourra pas laisser la trace de l'histoire qu'il a été le président qui nous a permis d'avoir une loi favorable à l'euthanasie. Et vous voyez, c'était ce qui posait juste il était se déplacer, son premier voyage officiel, déplacement, c'était à Rueil-Malmaison, dans un établissement Notre-Dame-du-Lac, et d'origine confessionnelle, hein, avec protestants. Et c'était intéressant, donc il a lancé, faut-il, et c'était important, peut-on aller plus loin dans les cas exceptionnels? Vous voyez, toujours cas exceptionnels, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la loi telle qu'elle va être votée, c'est pas des cas exceptionnels. Et très rapidement, je vais y aller rapidement. Alors, Conseil national de l'ordre des médecins a évolué dans ses positions. Une décision médicale doit être prise devant des situations cliniques exceptionnelles. Je vous la fais assez rapide. Donc, il était prêt à avancer aussi le Conseil national de médecins par rapport à la notion d'exceptionnalité. Et j'en arrive très rapidement pour les gens qui n'ont pas lu. C'est pas la peine de le lire dans le détail, mais l'avis qui a été l'avis bascule. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité éthique. Et le comité d'éthique peut-être n'avait pas le sentiment qu'il y aurait des conséquences aussi néfastes, parce que quand il voit le texte aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il soit en accord, parce que dans son avis 139, le CCNE avait insisté sur un cadre extrêmement rigoureux. Voilà. Si le législateur décide de légiférer, voilà, vous voyez le truc, si le législateur décide de légiférer, la possibilité d'avoir la demande d'aide active à mourir doit être exprimée par une personne disposant d'une autonomie, je vous la fais assez rapide, hein, c'est toujours les mêmes principes qu'on retrouve. Lancement, donc 13 septembre, c'est pas un hasard du calendrier, donc c'est le comité national d'éthique, donc c'est l'éthique, en quelque sorte, qui a donné l'autorisation, en quelque sorte, de lancer ce débat et qui lui a conféré une légitimité. C'est pour ça qu'il faudrait des heures pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait de l'éthique et qu'est-ce que sera l'éthique après la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Oui, sujet d'interrogation, pas besoin de le citer ici déjà suffisamment lui-même. Ouais, restitution de la Constitution, vous voyez, l'ordre des médecins entend faire valoir dès à présent qu'il sera défavorable, le médecin ne pouvant provoquer. Donc oui, il y a tout un va-et-vient. Là, maintenant, j'ai passé trop de temps pour vous expliquer. C'était intéressant, c'est après la loi, donc il y a eu la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti. En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens, etc. Et comme l'avait très très bien dit Bruno, la différence entre la loi de 2005, la loi Leonetti et la loi de 2016, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec un principe que je n'ai pas évoqué, qui est la notion d'intentionnalité. C'est-à-dire, dans la loi de 2005, et Bruno l'a dit, il peut y avoir comme conséquence, je dirais, collatérale, le double effet, c'est-à-dire que la vie va être abrégée du fait des antalgiques, enfin des thérapeutiques qu'on va mettre en place, enfin des stratégies pour que la personne ne souffre pas, mais l'intention, c'est pas de la tuer. Et la grande ambiguïté de la loi de 2016, sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour M. Vincent Lambert, elle a duré 11 jours. Mais néanmoins, l'intention n'était pas de tuer M. Vincent Lambert, c'était de le laisser mourir. Et c'est toute la distinction sémantique entre le faire mourir et le laisser mourir. Et vous comprenez que d'un point de vue éthique, si demain on me dit, je sais pas, pour ma femme, on vous propose une sédation profonde et continue avec tous les signes physiologiques, les conséquences, je préférerais l'euthanasie. Je termine, vous voyez, vous allez voir sur ma conclusion, parce qu'il y a toujours une conclusion. En général, j'y arrive jamais. Juste, c'est très en phase par rapport à ce qu'a dit Bruno. Si l'éthique de détresse est confrontée à des situations où le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire, alors le législateur ne saurait donner sa caution. Voilà, vous verrez, il y aura d'autres. Merci de votre attention. Il y aura d'autres textes, mais ça sera, si vous revenez, je suis comme Darty, j'assure le service après-vente.